Bonjour. La question de l'appropriation culturelle est assez complexe. Cela dit, certains organismes à Montréal reconnaissent qu'il y a encore beaucoup à faire pour contrer la méconnaissance et l'ignorance des autres cultures. Jérôme Pruneau, le directeur de Diversité artistique Montréal, conclut « La question est là depuis 400 ans. Depuis qu'on a inventé le racisme et le colonialisme, et on reproduit encore ces modèles sans même s'en rendre compte par manque d'éducation. Le cercle est difficile à briser. L'appropriation culturelle est une richesse quand elle est faite en dialogue. Plein de peuples l'ont compris et ont bâti ainsi des métissages, et c'est là qu'on va avancer. » Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Vernat, cinéaste et documentariste gradué de l'École de cinéma de l'Université Concordia. Il se fait connaître dans le milieu du cinéma québécois en tant que réalisateur, caméraman et monteur. Ses réalisations touchent à multitude de styles tels le documentaire, la vidéo dance et les vidéoclips. Attiré au cinéma via l'engagement politique, Stéphane Vernat réalise que le 7e art peut être un outil de transformation autour des questions telles la justice sociale, les enjeux, l'environnement et le sort des communautés africaines à travers le monde. Son profond intérêt pour la politique, la culture hip-hop et la danse alimente les projets qu'il réalise. Son travail de caméraman l'amène à Cuba, Mexique, France, Haïti, USA et dans les communautés autochtones et inuits du Québec. Ces images sont diffusées sur CBC, Newsworld, API-TN, Canal D, Canal Évasion et Art TV. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Stéphane, bonjour. Bonjour. Ravi de t'accueillir chez Art et Lettres pour parler cinéma, parler de ton parcours. Vous œuvrez dans le milieu cinématographique à Montréal, vous avez œuvré dans la vidéo, vous avez touché au documentaire, la fiction aussi. Et vous êtes un artiste engagé, donc vous avez œuvré dans le cinéma via l'engagement politique. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet engagement politique? Qu'est-ce qui vous motive dans l'engagement politique, justement? Je crois que c'est le changement, c'est l'impact qu'on peut avoir en tant qu'artiste, en tant qu'individu, sur un peu notre société, tu vois. Je crois que trop souvent, les artistes sentent qu'ils travaillent un peu dans leur bulle, ça devenait un peu nombriliste. Puis moi, j'ai toujours senti... Donc, en fait, l'art qui m'a touché, c'est l'art où est-ce que... Oui, tu parles de qui tu es, Oui. de ton style, qu'est-ce que tu as à dire, mais que tu es en relation avec la société, tu vois, en symbiose, tu vois. Et moi, un peu, quand j'ai... tu sais, j'ai appris l'art comme n'importe qui à l'école, tout ça. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à étudier un peu l'art africain, ce qui m'a touché, c'est que l'art africain est très fonctionnel. Tous les masques, tout ce que tu vois, c'était toujours en relation avec le village ou l'environnement. C'était pas juste faire des peintures pour peindre, c'était toujours comme une fonction, que ce soit le griot qui racontait l'histoire d'un village, d'une tribu, d'une ethnie. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça a comme refocusé un peu le pourquoi. Pourquoi je voulais devenir artiste? Parce que j'ai commencé tard, tu vois, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, je me dirigeais pour devenir ingénieur. Et donc, c'est en début de ma vingtaine que j'ai commencé à être fasciné par le cinéma. Mais j'avais quand même un bagage intellectuel assez politisé, puis je me suis dit, peut-être le cinéma, c'est une façon Mais vous êtes passé donc par l'Université Concordia, vous avez fait des études. En cinéma, c'est de 98 à 2002. Mais j'ai fait aussi un mineur en danse, parce que j'avais aussi une passion pour la danse. Pour la danse aussi. C'est ça. Donc, j'ai réussi à faire les deux. Et ça a vraiment, pour moi, ça a été vraiment comme 4 années incroyables. Donc, parce que j'ai vécu mes deux passions 24 heures par jour. De manière continue. Puis, le cinéma, justement, est-ce que parce que vous pensez que c'est le genre approprié, justement, pour passer à l'engagement politique? Oui, je crois c'est comme le cinéma peut être plein de choses, tu vois. Je crois pas qu'il y a des films que j'aime qui n'ont pas vraiment d'engagement politique, mais je crois qu'il y a ce potentiel. Que ce soit en documentaire ou que ce soit en fiction, il y a plusieurs films qui, pour moi,
quand je regarde un peu mon parcours individuel, c'est des films qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Oui. Il y a plein de cinéastes comme des gens comme Alain Resnais qui ont fait La guerre est finie, qui est un film sur la guerre d'Espagne, qui est un film de fiction avec Yves Montand. Mais à travers le parcours du personnage principal, tu comprends un peu c'est quoi les enjeux. Il y a plein de films Plein de films aussi sur des parcours de grands héros, je veux dire, de l'histoire comme Nelson Mandela ou bien d'autres. Le film Malcolm X de Spike Lee, mais tu vois, comme un film comme Do the Right Thing. Oui. Qui pour moi est un de ses chefs-d'œuvre, ben, c'est un film où tu n'as pas des personnages politiques, mais c'est un film très politique parce que ça parle justement des conflits ethniques dans Brooklyn, entre les Italiens et les Afro-Américains. Oui. Et c'est pas un film qui va tout résoudre, mais moi qui ai vécu un peu à New York, quand j'ai vu ce film-là, j'ai compris un peu c'est quoi la dynamique de ce quartier. Mais ça envoie des messages aussi aux décideurs, faut-il dire, parce que quand tu fais un film pareil, oui, on décrit le conflit entre deux ethnies, deux peuples, mais on envoie des messages parce que les décideurs, ce sont eux qui, je veux dire, qui financent peut-être l'armement de ces conflits et qui sont donc derrière ça. Stéphane, vous avez touché à la fiction. Vous avez touché à la fiction, vous avez réalisé plusieurs documentaires. On va les dire donc brièvement. Broken Strings. Broken Strings, c'est un film de fiction. Un film de fiction en 1999. Chocolate City. Chocolate City, ouais. En 2003, Lacaille. Lacaille, ouais. Est-ce que c'était des Lacaille, c'est un vidéoclip que j'ai fait pour un rappeur haïtien qui s'appelle Vox Sambou. Oui. Je le mets dans ma liste parce que pour moi, c'est un court-métrage et un vidéoclip en même temps. Il y a quand même une histoire dans le film. C'est l'histoire d'un Haïtien qui est en exil à Cuba. Donc, tu vois son parcours. Oui, mon parcours, c'est ça. Donc, moi, je fais beaucoup de vidéoclips aussi. C'est un truc qui me passionne beaucoup. J'en fais jusqu'à présent. Et dans tous mes vidéoclips, j'essaie toujours d'avoir une histoire. Toujours parce que je suis fasciné par la fiction et de voir comment, dans le vidéoclip, tu peux passer un message, tu peux raconter, avoir des personnages. Puis pour moi, Lacaille, c'est un film, c'est un vidéoclip qui vraiment intègre un peu mon amour pour Cuba et mon amour pour Haïti, qui est la terre de mes parents. Vous avez travaillé donc, là-bas. Puis après, il y avait un road trip to Deconstruct. Diversidad. Ça, c'est mon premier long-métrage documentaire, qui est un film vraiment très politique sur justement les enjeux de l'agriculture et du libre-échange. Ah, donc ça, c'est aussi une thématique politique. dans des préoccupations. On a suivi comme 15 activistes qui ont fait une campagne pour examiner justement l'impact du libre-échange sur les travailleurs dans les fermes, comment dire ça, les fermes. Leurs conditions de survie. Les conditions de survie, les fermiers à petite échelle, l'impact sur l'écologie, les OGM, tous ces aspects-là, c'était un peu ce film-là. C'était une façon pour moi de vraiment comprendre notre système économique et politique. Exactement. Comment les deux étaient... comment notre système agriculturel, comment il était relié à notre système politique et économique. Tout à fait, tout à fait. Et puis en 2012, Drawing Blank. Drawing Blank, ça c'est un court-métrage de danse. Donc c'est un film où j'ai pu allier ma connexion avec la danse, ma connexion avec le hip-hop et le cinéma. Oui, donc il y a toujours ce duo, danse et d'accord. Puis il y avait Nomadland. Nomadland, ça c'est un film qui est pas encore fini. C'est un documentaire sur le groupe Nomadic Massive, qui est un groupe de hip-hop à Montréal. J'ai été à Cuba avec eux plusieurs fois pour faire un documentaire. J'ai pas encore eu le financement. Et donc, pour le finir. Peut-être que ça pourrait être un projet qui s'en vient. On va faire une pause, Stéphane. Merci. Et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Stéphane Vernard. Alors maintenant, on va parler d'une autre thématique que vous avez réalisée dernièrement pour Diversité Artistique Montréal. Une vidéo qui a eu, je veux dire, beaucoup de succès, beaucoup de vues. J'ai presque envie de dire qu'il a provoqué même un buzz auprès de gens issus de la diversité. C'est bien. Une vidéo qui donc relate le parcours ou la réaction de certains patrons, décideurs envers des gens issus de la diversité culturelle. D'abord, parlez-nous des circonstances et puis comment l'idée est venue. Moi, je suis membre de DAM, Diversité Artistique. Donc, régulièrement, ils ont des appels d'offres pour différents projets, différentes vidéos qu'ils ont. Et là, j'ai vu que j'en avais un parce que je connaissais le rapport
sur lequel ils travaillaient. Ils ont passé 2 ans à faire un rapport sur le racisme systémique dans les arts. Oui. Et là, le rapport était fini et ils voulaient prendre des témoignages qu'il y avait dans le rapport pour les illustrer d'une façon audiovisuelle parce qu'ils préparaient le lancement du rapport qui allait être à la Bibliothèque nationale devant plein d'institutions. Devant plein de personnes, oui. Donc là, j'ai fait un appel d'offres, ils m'ont choisi et je suis très content d'avoir l'opportunité. Et là, j'ai co-écrit le scénario avec un jeune scénariste qui s'appelle Joël. Joël, oui. Et là, on avait des témoignages qu'on a reçus. Mais là, il fallait créer une vidéo qui sans prendre nécessairement à la lettre ce qu'ils avaient dit, mais de créer une sorte de vidéo où on allait informer un peu les gens sur ce que les gens vivent. Écoute, là, tu me réécris le scénario avec Antoine à la place de Abdoulaye, là, puis on a peut-être une chance de vendre ça à la télé. It's all around us, but we don't want to see it. Pourquoi on m'enferme dans cette boîte qui est le folklore? La liberté d'expression, Ça s'applique seulement à ceux qui ont le pouvoir. Lots of beautiful words, lots of beautiful intentions. Show me the money. Ouais, mais ça court pas les rues des acteurs noirs. C'est des pros. I will not sit. On another panel about cultural diversity. I won't. I won't. rien ne va m'arrêter. Je suis là. Je bouge pas. J'aime ça. On va y arriver. Quand on voit des comédiens, ils sont assez C'est des comédiens, assez expérimentés pour vraiment décrire la situation. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment on a des idées, des concepts qu'on veut faire véhiculer, mais il faut aussi que émotionnellement soit convaincant. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec les acteurs professionnels qui ont du métier pour dire, OK, toi, prétends que tu es un peintre ou un musicien ou un acteur et joue ce rôle, cette situation. Oui, donc comment tu peux refléter ou relater vraiment avec tes propres sens. Stéphane, justement, on a vu donc ces comédiens qui se présentaient devant un recruteur et qui n'étaient pas, je veux dire, pas assez bien reçus ou des questions qui sont un peu bizarres. Puis c'est un constat, celui qui va regarder ça, il va se dire, bon, c'est assez raciste, on va avoir cette première impression, ça se peut. Mais ce constat du racisme, est-ce que vous pensez qu'il ne date pas d'aujourd'hui? Est-ce qu'il date d'hier? Est-ce qu'il est récent? Non, mais c'est un peu le fondement du Canada. I mean, c'est comme, c'est la colonisation, c'est tout ça, là. On rentre dans... C'est comme n'importe quel territoire qui a été pris par un autre. On va devoir tasser du monde pour s'établir. Donc, c'est pas... les gens qui essaient de juste jouer à l'anecdote, de dire « Ah, c'est ça », ben non, c'est ça. Et puis, le fait que le Québec, à cause de son isolement culturel et linguistique dans l'Amérique du Nord, et a des fois la misère à vraiment comprendre c'est de la dynamique qu'il a avec l'autre. Parce que c'est le problème au Québec, c'est vraiment que l'autre est perçu comme une menace. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait le film qui s'appelle, un documentaire télévisuel qui s'appelle « Disparaître », qui avait été fait par, je crois, Radio-Canada. Et justement, dans ce film-là, il y a plein de personnalités québécoises, francophones, qui parlaient de la peur de disparaître, d'être enseveli par la meute anglophone nord-américaine. Et ça, c'est généré par la peur. Oui, mais ça, c'est une des raisons pourquoi la CAQ est rentrée. C'est ça. Ils utilisent le voile et toutes ces affaires comme ça pour l'immigration, pour dire « Ah oui, ces immigrants vont venir, ils vont prendre nos jobs, ils vont... » C'est ça, puis c'est pas vrai. Mais je pense que le constat quand même qui est très, très présent, c'est qu'il y a une majorité, je veux dire, Québécois qui sont établis, je veux dire, depuis longtemps, qui disent que non, il n'y a rien du tout. Et puis l'autre bord qui disent non, ouvrez les yeux. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment... Il n'y a rien du tout dans quel sens? Il n'y a rien du tout, non, on est accueillant, il n'y a pas de racisme, mais Est-ce que vous pensez qu'il y a un déni chez l'autre ou il y a un problème de communication? Comment analyser ça normalement? Mais moi, je crois qu'il y a une prise de conscience qui commence par les leaders québécois qui ne veulent pas justement admettre que
intérieurement ou dans leur environnement, il y a un manque d'ouverture vers l'autre. Et moi, je dis ça, j'ai eu la chance de grandir vraiment, j'ai grandi dans un quartier anglophone, mais j'étais à l'école en français. Donc, j'ai vraiment vécu les deux solitudes montréalaises, tu vois. Francophone et anglophone. C'est ça. Et je pourrais pas dire que les Québécois francophones sont plus racistes que les Blancs, là, plus racistes que les anglophones blancs. J'ai vécu du racisme des deux côtés. Mais généralement, les porte-paroles anglophones québécois sont beaucoup plus proactifs à parler du racisme systémique qui existe au Québec que de ce que j'entends des leaders francophones. Ça change. Oui. Heureusement, maintenant, les gens commencent à sortir et en parler, mais c'est maintenant, parce qu'ils sont en retard de ce qui se passe aux États-Unis, En Ontario aussi. en Ontario, c'est ça. Mais on va vers où maintenant avec ça? Est-ce que vous pensez... Mais je crois que justement, je crois qu'il y a des gens qui ont des très bonnes intentions, qui sont francophones, blancs, québécois, pure laine, whatever, qui réalisent justement que pour que le Québec s'épanouisse, je crois par désir de justice sociale, pour que le Québec passe à un autre niveau, que maintenant c'est le temps de confronter ça. Oui, exact. Et que le Québec va seulement s'enrichir. Oui. Que quand tu regardes toutes les sociétés qui sont égalitaires et tout ça, que ce soit par rapport aux femmes, aux gays ou n'importe quelle personne qu'on juge autre, Ils ont profité de cette richesse. C'est normal, parce que quand tu as des gens, comme on regarde la situation des femmes au Québec, les femmes au Québec ont beaucoup de droits, plus de droits que dans plein d'autres parties du monde. Bien sûr. Alors, on va reparler de ça, Ouais. mais on va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours chez Art et Lettres, avec notre invité Stéphane Vernat. Stéphane, on parlait justement de ces droits des femmes, de beaucoup d'acquis quand même que le Québec a eu. Et la problématique du racisme, je pense que c'est une problématique qui est posée généralement dans toutes les sociétés qui sont en évolution. Et là, j'aimerais qu'on parle de l'appropriation culturelle, ce qui s'est passé avec Robert Lepage, et tout ce qui est avant avec Blackface et tout ça. Quel est votre sentiment d'abord sur l'appropriation culturelle, ce qui se passe ici au Québec? Je crois qu'il y a vraiment, encore une fois, je crois qu'il y a des gens qui sont privilégiés et qui ne veulent pas faire face à leurs privilèges et qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Qu'au nom de la liberté, au nom de la liberté d'expression, ils peuvent dire n'importe quoi sur n'importe quelle culture et tout ça, sans réaliser que n'importe quelle liberté vient avec des responsabilités. Donc, si je parle de quelque chose que je ne connais pas, qui n'est pas de moi, à un moment donné, je ne peux pas juste le dire et penser qu'il n'y aura pas, un feedback. Tu vois, toute expression, on travaille toujours c'est la communication. Et ça crée un débat parce que le droit au blasphème, quand même... Non, on l'a vécu en France, avec Charlie, tout ça. Oui. Et je crois que c'est des gens qui ont un privilège blanc et qui pensent que parce que je suis Robert Lepage et que je suis un artiste de haute renommée, mais je n'ai pas des comptes à rendre. Et pour moi, ce qui est troublant, pour avoir étudié un peu le dossier, c'est que justement, il a consulté des gens noirs, dans le cas Webster, qui est un rappeur. Webster, oui. Et lui leur a dit, noir sur blanc, ça ne marche pas. Et... Mais peut-être est-ce que c'est des contraintes techniques artistiques? C'est comme ça que... Je pense que j'avais vu dans Bye Bye, justement, ils ont fait un skit sur Robert Lepage. Et je dirais que Bye Bye a vraiment... ils ont mis le doigt sur l'œil. Dans le sens que dans le skit, tu vois un noir qui dit à Robert Lepage, ben non, c'est inacceptable. Et Robert Lepage dit, oui, OK, je comprends, là, c'est bon alors. Oui. Non, c'est ça. Mais c'est justement, bon, dans le cas de Slav, avec Robert Lepage, est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, la possibilité qu'il puisse peut-être faire cette pièce théâtrale ou cette pièce de cinéma, qu'il puisse le faire peut-être avec des artistes pour valoriser une minorité, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait passer tout de même?
Valoriser quelle minorité? Valoriser, par exemple, une minorité, que ce soit une minorité noire ou arabe, ou peut-être Mais ça ne dépend pas du embaucher. sujet. Dans le sens, dans le cas de Slav, ça parle des chansons, ce qu'on appelle les Negro Spirituals, right? Donc, qui viennent de l'expérience noire. Oui, Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que s'il était en Bulgarie et faisait ce projet-là, je peux comprendre qu'en Bulgarie, il n'y a pas des chanteurs noirs qui connaissent vraiment ça. Mais à Montréal, tu as une communauté noire énorme. oui. Tu as des gens... Qualifié. Et il y a eu de l'esclavage noir au Québec. Donc, tu peux aller puiser dans ce bagage culturel, historique, pour faire ressortir, pour respecter un peu, donner honneur Oui. aux gens qui ont vécu ces choses-là. Et de la façon qu'il l'a fait, puis moi, le pire, c'est que non seulement il n'a pas écouté Webster, mais après ça, quand il y a eu la critique a commencé à sortir, lui, il s'est fermé de tout ça. Il n'a pas reconnu qu'il avait fait une erreur, qu'il n'avait pas été à l'écoute des communautés. Et le pire, c'est que les institutions comme le TNM l'ont défendu. Et même le Festival de jazz l'a défendu jusqu'à la fin. Au nom du droit à la liberté d'expression, à la liberté de choix, donc C'est ça. Et là, ça a été tellement intense. Je ne sais pas si la blessure de la chanteuse a été la goutte qui a fait déborder du vase, mais ça a été un concours de circonstances que ça aurait été très difficile pour eux de continuer ce projet, la présentation. Oui. Et là, maintenant, j'entends qu'ils veulent remonter. Oui, les dernières informations disent qu'il y a peut-être un nouveau essai, une nouvelle possibilité de voir. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne issue? Je ne sais pas, ça dépend de son approche. S'il arrive avec une humilité par rapport aux erreurs qu'il a commises, tout est possible. C'est un grand artiste. En termes de... Non, ça, on peut le dénier. Le nier, excusez-moi. Mais moi, j'ai écouté des entrevues qu'il a fait et je l'ai trouvé très arrogant, très sur la défensive. Tu vois? Et malheureusement, quand j'ai lu les articles ou les entrevues, j'ai vu vraiment une grosse différence entre la façon que les médias anglophones québécois en parlé et les médias francophones. Oui, donc Et les médias francophones l'ont beaucoup, beaucoup protégé. Je crois que Le Devoir a été le seul où qui on a parlé de sentait... manière... oui. Mais ça reflète justement mon propos précédent. C'est qu'on sent qu'il y a très peu de gens dans la communauté québécoise blanche qui sont prêts à remettre en question les privilèges qu'ils ont. Oui. Donc, on va garder l'espoir. Peut-être il faut continuer. Hein, Mais le combat, c'est ça. Moi, je lève mon chapeau aux gens qui ont initié tout ce débat-là, qui ont été protestés devant le TNM pendant le festival. Il y a un chanteur américain qui a refusé. Qui a refusé justement de se présenter en solidarité. Exactement. J'étais à son spectacle à la Sala Rossa. C'était incroyable. J'ai découvert un grand artiste. Donc, tous ces gens-là, je crois que je leur lève mon chapeau. Et c'est comme ça qu'on change la société. C'est vraiment en se mettant à risque. Exactement. Pour nos valeurs. Et puis, c'est comme ça, après ça fait boule de neige. Et c'est comme ça que les choses commencent petit à petit à évoluer. Ouais. C'était un plaisir de t'accueillir, Stéphane. Merci beaucoup d'être passé chez nous, chez Arrêt Lettres. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.